suis très content de présenter cette conférence qu'on a pensée avec Ombline, qui est élue à Poitiers. Je m'appelle Thomas Simon et je suis un des cofondateurs de Fréquences Communes et Actions Communes. Et ce soir, on a décidé d'aborder assez frontalement un sujet qu'on considère central dans la société d'aujourd'hui, qui est la lutte contre le néolibéralisme. Je ne sais pas comment vous vivez un peu ces dernières années, mais moi je ne les vis pas très bien. On est quand même sur une vague très forte de marchandisation de tous les aspects de notre vie. Et ça ne s'est pas du tout amélioré avec Macron et on en arrive à des limites soutenables. On est nombreux et nombreuses à chercher des alternatives et comment pousser d'autres modes de fonctionnement. Et on va essayer de parler de ça autour de la notion de commun. Pour moi, les communs, puis je vous dirai, vous pourrez en parler aussi, les communs, c'est vraiment la gestion collective des ressources dont on a besoin pour vivre, les forêts, l'eau, le logement. Et il y a tout un tas de théories, mais notamment Ostrom qui a écrit un ouvrage que j'ai perdu, Gouverner les communs, qui est super intéressant et qui allie en fait cette réflexion entre gestion des ressources naturelles et gouvernance de ces ressources. Et donc, ça vient toucher très directement la question des municipales, parce que quand on est élu, on va être amené à gérer des ressources, en tout cas à soutenir la gestion des ressources. Et nous, on travaille sur la démocratie plus directe. La philosophie des communs, c'est de gérer en coopérative, collégialement, ces communs. Et donc, c'est ça qu'on va essayer d'aborder un peu ce soir. Du coup, on a 3 intervenants ce soir. On va commencer par toi, Éric Puiset, qui est maître de conférence en sciences politiques, spécialiste du néolibéralisme. Donc on va commencer par essayer d'avoir un apport théorique sur le néolibéralisme aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est et comment il s'imbrique dans nos vies et il nous contraint. Et ensuite, on aura Aurélie Mézières, qui est maire de Plessé, qui va nous raconter un peu ce que vous avez fait. Vous avez fait plein de choses à Plessé, mais notamment sur la politique agricole et alimentaire communale. Tu nous raconteras ça. Et on a une conférence internationale, puisque Max Zaït de Bruxelles, qui vient spécialement pour nous. Donc Max, tu es cofondateur de Comuna à Bruxelles, donc un collectif qui travaille sur les logements et les logements vacants. Tu vas nous dire un peu plus. Et tu es aussi professeur à l'université de Libre Bruxelles. Mais j'avais envie de vous poser une question d'abord. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous se sont battus pour défendre des communs dans leur commune et veulent nous dire très brièvement qu'est-ce qu'ils entendent et quels communs ils ont défendus dans leur commune? Moi, le commun, c'est les terres agricoles fertiles de la plaine de Valence, qui se situent dans la commune de Saint-Péret, qui font l'objet d'un projet de déviation routière. Voilà, une construction de route en plus pour supposément réduire des bouchons qui n'en sont pas. Donc voilà, c'est une lutte. Ok, merci. Donc nous, on a une association dont je fais partie qui a défendu des terres agricoles aussi contre un projet de création de 72 logements. Et on a aussi bataillé sur le PLU pour empêcher la création d'une déviation, et elle a été retirée du PLU, ainsi que l'agrandissement d'une ZAC. Enfin, sur le PLU, il était prévu 30 hectares qui pouvaient être artificialisés, on en a sauvé 27. Ouais, trop bien. La bataille des déviations. C'est en Essonne, c'est le petit village de Fontenay-les-Brie. Ok. Nous, on est sur la commune de l'Isle-sur-Tarn et on se bat contre la reprise du projet de barrage de Sivins, donc contre l'accaparement de l'eau. Moi, je vais parler de Coussé-les-Bois, la ferme des 1200 taurillons installée sur la nappe phréatique, tout simplement la nappe phréatique. Accrochez-vous, quoi. Donc voilà, Aspect, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre d'Aspect qui est là, mais en tout cas, je pense que ça, c'est vraiment grave. Ok, merci. Ouais. Nous, on est à Saint-Julien-la-Molette, dans la Loire. Et en fait, on a gagné les élections en 2020, mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné sur une bataille qui existe depuis très longtemps, sur une carrière qui est située en grande partie sur notre commune.
et sur laquelle le Carrier a demandé une extension alors même qu'il était censé arrêter l'exploitation en 2020. Il a demandé une extension sur un territoire beaucoup plus grand et pour 30 ans qu'il a obtenu. On a gagné au tribunal administratif, mais il a eu la possibilité, un mois après qu'on ait gagné, la préfecture lui a redonné une autorisation provisoire pour qu'il présente un nouveau plan qui soit susceptible d'être accepté. Et là, on est à un moment où on continue à se battre, mais où on a l'impression qu'on ne gagnera jamais parce que ils vont peut-être perdre, mais ils vont aller en appel, et puis ainsi de suite. Okay. Mais voilà, c'est un exemple de... Ok, donc terrain agricole, eau, carrière. On a un peu la même situation que la Carrière en Ariège sur une mine qui s'appelle la mine de Salaud, sur de l'extraction de tungstène. Elle a été tellement polluée qu'elle a été fermée et en fait il y a eu un projet pour la réouvrir. Il y a un collectif qui s'est monté, qui a gagné et là il y a l'entreprise. Pour des problèmes avec l'entreprise. J'ai plus les détails par rapport à l'entreprise qui voulait reprendre parce qu'il fallait qu'il dépollue d'abord. Et là, il y a une autre entreprise qui a redéposé encore, donc c'est pas fini. En fait. Ok. On croit que Donc c'est fini, contre l'ouverture d'une mine très polluante. Bonjour, moi je suis au Pays Basque et je suis dans une structure, une société coopérative d'intérêt collectif qui travaille à faire retomber dans le commun les logements. Et en séparant du coup la nue propriété de l'usufruit. Et on a vendu notre premier usufruit il y a à peine un mois. Donc Okay. c'est le premier. Trop bien. Et ça fait des années qu'on existe et qu'on bataille pour que ça se fasse au Pays Basque. Merci pour le partage. On prend une dernière, ouais. Près de Pontcharrat, en fait, la protection de 8 hectares de zones agricoles menacées par un projet qui menace la santé humaine selon les termes même de l'État, mais dont les élus communautaires se foutent. Ok, merci. Bon, ben super. J'ai posé cette question, mais c'est pas innocemment. Je sais qu'il y a près de la moitié des listes qui sont présentées en 2020 sur les 400 listes citoyennes participatives qui se sont montées suite à une lutte contre un projet pour souvent défendre un commun. Voilà. Et donc on voit là qu'il y en a un peu partout et que ça vous emmène aussi à vous poser la question des élections municipales. Mais on va commencer tout de suite par ton regard, Eric, sur la situation actuelle. Je vais te donner un micro, ça sera mieux. Et est-ce que tu peux nous décrire un peu ton travail de recherche et en quoi, pourquoi, pour toi, c'est un enjeu vraiment important aujourd'hui en 2025 ? D'accord, merci. Alors, mon travail de recherche, c'est un peu abstrait comme ça. Mais Ouais. je vais en parler 2 minutes et puis voir comment ça peut éventuellement, je l'espère, résonner un petit peu pour vous. Actuellement, j'ai engagé un séminaire de recherche sur 6 ans, donc c'est sur une longue durée, j'en suis qu'à la moitié, donc je ne pourrais pas vous donner de conclusion, parce que ce n'est pas fini, autour des liens et des rapports entre la question de la justice sociale et de la justice spatiale. C'est-à-dire la manière dont les organisations se spatialisent, comment on vit dans l'espace. Et je crois que pour faire un premier écho, l'espace qui est autour de nous, dans lequel on habite, c'est probablement le premier des communs. Voilà. Il y a l'espace peut-être privé, celui de la maison, et encore, il n'est jamais totalement privé, parce qu'on y reçoit de l'eau, de l'électricité, on y expulse des eaux usées, etc. Et ça demande donc une action publique. Et puis il y a ce qu'on appelle aussi l'espace public. Et puis il y a la manière dont les espaces urbains, ruraux, sont gérés, partagés, divisés parfois, selon un ordre social qui est plus ou moins juste, et peut-être souvent assez injuste en réalité. Donc voilà, en gros, autour de quoi je travaille. Ça m'a amené à m'interroger. Le début de mon travail était plutôt dans l'histoire des idées au XIXe siècle. Je vais vous l'épargner pour aller tout de suite à l'écho éventuel actuel, c'est-à-dire à se dire qu'on vit aujourd'hui dans une époque néolibérale, comme tu l'as parlé, et donc ça m'a amené à essayer de réfléchir à ce que c'est que ce néolibéralisme, et à la manière dont il servait parfois à légitimer certaines politiques publiques. Donc, une question autour de l'espace, et donc aussi autour du territoire. Vous avez remarqué comme aujourd'hui, tout le monde parle de territoire.
Le mot territoire, il est partout, tout le temps. Tout le monde veut, il n'y a pas un élu qui ne veut pas défendre son territoire. Contre quoi, on ne sait pas toujours. Enfin, voilà. Comme si on parlait d'éthologie, comme si on parlait de territoire animal. Alors, quel est le rapport entre la formation du territoire animal et du territoire humain? C'est la question autour de l'espace. Deuxième aspect, comment cet espace est aujourd'hui géré dans une forme de dynamique néolibérale? Et je vais prendre une seconde pour en parler. Et puis, troisième aspect, comment ces idées-là se transforment ou sont activées dans des politiques publiques. Voilà. Et comment elles sont légitimées. Alors, le néolibéralisme, bizarrement, historiquement, on sait à quel moment ça démarre. Ce qui est rare pour une idée ou un concept. On a souvent une période vaste, générale. Là, pour le néolibéralisme, on a une date précise, 1938, à Paris, paradoxalement au Musée social, où est organisée une conférence internationale d'économistes autour d'une figure qui s'appelle Walter Lippmann, qui était un grand intellectuel américain de cette époque-ci. Et ces économistes, il y a des Français, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, beaucoup d'Américains, évidemment des Autrichiens, des Allemands. Ils s'inquiètent de la montée, évidemment, du nazisme, d'un côté, et ils viennent de vivre, comme tout le monde, la crise de 29 et ses suites. Et ils constatent l'échec du libéralisme, l'échec du laisser-faire absolu. Et ils se disent, on est en 1938, on a face à nous ou bien le libéralisme, et qui est en situation d'échec après la crise de 29, ou bien le nazisme, ou bien le communisme. Et on veut rien de tout ça. Donc on va refonder le libéralisme. Ils appellent ça le néolibéralisme. Et ils se disent, puisque le libéralisme du laisser-faire, du marché, etc. a échoué, il faut le refonder sur des bases sociales. Évidemment, la guerre éclate, ça ne marche pas trop. Et après la guerre, c'est plutôt, on va dire, une tendance ultra-marché qui va prendre le dessus et récupérer ce mot du néolibéralisme pour en faire, cette fois-ci, la logique dont tu parlais, du marché complet, ou peut-être de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ultralibéralisme. Il reste que ce néolibéralisme, à mon sens, mais je parle que pour moi, ça n'est pas uniquement, et peut-être même pas du tout, une doctrine économique. C'est, je crois, surtout une rationalité, une manière d'observer le monde et de vouloir régler les comportements en fonction de cette rationalité. Et les comportements qu'on cherche à régler, on cherche à les régler sur un mode ultra-individualiste. Tout est toujours en lien à l'individu, à la responsabilité de la personne, jamais au collectif, jamais au groupe, jamais au commun. Et malgré nous, même quand on n'est pas dans un système économique, même quand on ne pense pas en termes d'économie, on voit apparaître des termes qui nous ramènent à ça, sans cesse. Bon, je suis enseignant, alors toi aussi, on voit par exemple chez les étudiants, on leur dit aujourd'hui, il faut que vous organisiez votre portefeuille de compétences. Vous voyez comment on applique une logique, on rationalise un type de comportement en fonction d'une logique comme ça. Dans la santé, c'est absolument flagrant. Si vous ne mangez pas 5 fruits et légumes par jour, c'est de votre faute si vous êtes malade, donc vous pouvez être soigné après. Vous voyez, on va faire passer la greffe du foie de quelqu'un qui est alcoolique après un autre. Alors on se dit, bon, bah, après tout, il l'a bien cherché, mais réfléchissez où on pose le curseur de la responsabilité individuelle dans la maladie. Voilà ce que, pour moi, c'est la logique néolibérale. Cette manière, c'est la même chose. Voilà. Et donc, évidemment, c'est l'opposé des communs. Si vous voulez de l'eau, bah, vous payez votre redevance individuelle. Voilà. Donc, Eleanor Ostrom, dont tu parlais, elle a évoqué, elle a été prix Nobel d'économie, enfin, etc. Elle a voulu remettre en avant l'idée des communs contre une théorie économique néolibérale qui vient d'un économiste américain qui s'appelle Harding, ça vous en foutez, qui lui parlait de la tragédie des communs. Il avait fait un truc tout simple, le type.
Il y avait une logique absolument implacable. Il dit, voilà, imaginez une situation, il y a un pré mis en commun. Tous les bergers vont faire paître leurs moutons ou leurs vaches, peu importe, dans ce pré qui est commun. Chacun veut que ces animaux s'y nourrissent. Et donc, ils vont épuiser le pré, puisque chacun va y emmener le truc. Donc, il n'y a que deux solutions. Soit on privatise la parcelle et chaque berger en prend un petit bout, et dans ces cas-là, il s'en occupera. Soit on met un tiers garant, l'État, la collectivité, peu importe, qui va gérer la situation. Et Holmstrom dit, oui, ça c'est sympa, ça paraît évident, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Le commun n'existe pas en dehors de tous ceux qui décident de mettre en commun. Il n'y a pas un commun absolu. Il n'y a de commun que ce qu'un collectif, à un moment donné, dans un endroit donné, dans un espace donné, décide de prendre en commun. Et c'est, je crois, un des apports intéressants, c'est l'idée qu'il n'y a pas un commun qui est déjà donné avant nous. Il y a un commun parce qu'on décide collectivement de le mettre en commun et de le gérer en commun. C'est comme le territoire, pour y revenir sur la question spatiale. Il n'y a pas un territoire qui existe déjà. Vous avez remarqué le vocabulaire ? On entend, il faut penser avec l'intelligence du territoire. Il faut faire avec les problèmes du territoire. Mais le territoire, il n'a pas d'intelligence. Il n'a pas de problème. L'intelligence, c'est les gens qui y sont. Mais en parlant du territoire, au lieu de parler des gens, on les fait passer au second plan. Comme si on était coincé dans un espace. Or, le problème, ce n'est pas d'être coincé dans cet espace, c'est de constituer cet espace comme le commun de vie. Bon, voilà, je pourrais parler longtemps, mais il faut peut-être que je m'arrête. Merci beaucoup pour ce premier apport, vous voyez, qui englobe un peu cette question des communs et qui est bien mieux défini que ce que moi j'ai pu le faire avec les exemples de la tragédie des communs. Je propose qu'on passe à toi, Aurélie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, déjà Plessé rapidement la liste que vous avez montée et tout ça, mais surtout votre aventure autour de l'alimentation et de ce commun qu'est l'alimentation et ce que vous avez réussi à mettre en place et à Plessé. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est très heureux. Alors, je dis nous parce que je ne suis pas venue toute seule. J'ai mon adjoint qui est là et qui aura tout le loisir aussi d'animer un atelier demain. On est particulièrement content d'être là parce que nous, notre aventure, elle a commencé en 2014 quand on a monté un collectif. Et en 2017, Tristan Réchid, qui fait partie de Fréquence Commune, était venu nous voir avant même que tout ça, tout démarre. Donc, on est très heureux de redonner un peu de ce qu'on nous a donné à l'époque. Plessé, je vous emmène en Loire-Atlantique. Commune de 5400 habitants, commune très rurale, 104 km², donc c'est quand même un grand espace. Je vais essayer d'éviter le mot territoire. C'est un grand espace qui est aussi grand que Paris intramuros, mais vous imaginez bien avec beaucoup plus de vaches et beaucoup moins d'habitants. Donc l'aventure, elle a commencé en 2014. On était peut-être comme certains d'entre vous à se poser des questions, tout ça. C'était un petit groupe qui a grossi. Je vais vous le faire très vite parce qu'il y aurait plein de choses à dire, mais on va concentrer sur l'après. Donc 2014, on part 2 mois avant les élections. On fait 33% des voix. On a 4 sièges au conseil municipal. Donc on fait un mandat 2014-2020 dans la minorité, ce qui était très bien finalement, puisque ça nous a permis pendant 6 ans de se réunir tous les premiers lundis du mois. Et j'insiste sur le temps long de mettre les choses en place. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Plessé, souvent on nous dit « Oh là là, vous avez fait plein de choses », mais il y a quand même 6 ans avant, justement à aller voir ce qui se passait ailleurs, à Saillant, à Los Angeles, un peu partout à Kingersheim et tout ça. Et en 2020, donc, quand on s'est représenté, on a vraiment fait le programme en participation citoyenne, puisque les gens avaient dit ça a l'air sympa votre truc, mais on ne voit pas du tout ce que ça signifie. Donc il fallait qu'on soit très concret. Et donc on a fait des réunions un peu partout. Il faut aller vers les gens. On a posé toujours la même question, si vous étiez élu, que feriez-vous pour la commune ?
chapeau commun avec l'intérêt général. Et puis, parallèlement, le collectif, lui, avait grossi et on a travaillé avec l'élection sans candidat pour l'élection de tête de liste. Mais tout ça, normalement, je parle à des gens qui savent exactement toutes ces choses-là. Donc, élection sans candidat, programme participation citoyenne, et 2020, eh ben, cette fois, ça y est. Donc voilà, faut rien lâcher. On est arrivé donc à la majorité. Et là, donc pendant les 6 ans, nous, on avait vraiment développé une boîte à outils qui est propre à Plessé. Donc, ce qu'on vous raconte, c'est quelque chose qui appartient à notre espace de vie, pas le territoire. Mais en tout cas, c'est important que, malgré tout, l'historique de là où vous vivez, les gens, la topographie, l'histoire et tout ça, font que les boîtes à outils sont toutes différentes. Et il y a des choses qui peuvent marcher chez nous et qui ne marcheront pas chez les voisins. Et ce n'est pas très grave. Je vous encourage fortement à surtout ne pas vous limiter. Il n'y a pas de mots impossibles. Il faut y aller, il faut tester. Et puis, c'est bien de ne pas se donner de limites dans l'exercice que vous aurez certainement dans votre mandat. Et donc, quand on est arrivé en 2020 en majorité, on a mis en place tout de suite nos outils. Et un des outils qu'on a mis en place, c'est les comités consultatifs. Donc, quelque chose qui est tout ce que je vais vous raconter, on n'a rien inventé à Plessé. C'est des choses qui existent. Voilà, quand vous faites une commission municipale, ce ne sont que des élus. Quand vous faites un comité consultatif, c'est que vous intégrez des habitants. Donc nous, on a dit, on enlève toutes les commissions municipales, on ne met que des comités consultatifs, avec ouverts à tous les habitants en nombre illimité. On les appelle les volontaires investis à Plessé, donc les VIP. Voilà, bien les petits mots, vous verrez dans le... on a plein d'acronymes comme ça. On se fait plaisir, mais c'est important. Les VIP, donc les volontaires investis à Plessé, et les habitants peuvent venir à partir de 14 ans, parce qu'en ruralité, à partir de 14 ans, vous avez une mobilette ou un scooter. Donc vous pouvez vous déplacer, on va dire, en toute autonomie à peu près. Et donc voilà, ouvert à partir de 14 ans, les comités sont pilotés par 2-3 personnes, donc adjoints plus conseillers délégués, etc. Je vais assez vite pour arriver sur le sujet du commun, justement. Parce que quand on m'a posé la question, on a dit le commun. Bah pour nous, le commun, à la base, déjà, c'est faire du commun avec toutes nos différences. Et on sait bien que sur nos communes, eh ben, nous, on est 5400, il y a 5400 individus différents. Et avec tout ça, il faut parler, en tout cas, de choses communes. Et nos comités, ils sont au nombre de 8, qui vont de façon très classique à l'enfance-jeunesse, à vie associative, mais on a des comités qu'on a décidé de prendre en main, parce que le grand avantage des communes, c'est qu'elles ont la compétence générale. Donc, faites-vous plaisir. Et une des particularités de Plessé, donc c'est 104 km², et en fait, il y a 6000 hectares de terres agricoles, dont 44% de terres en bio. On a 92 exploitations sur la commune. Pas d'industrie, voilà, de l'artisanat, du commerce, mais finalement, l'économie numéro 1, c'est l'agriculture. Et quoi de mieux, et on l'a vu en début, quand vous êtes intervenu sur le commun, la terre, c'est peut-être ce qu'on a le plus en commun avec l'eau, l'air, enfin bon, les 5 éléments, mais en tout cas, la terre, c'est vraiment très, très important. Et nous, ça l'était d'autant plus qu'on n'est pas exempt des problèmes des autres, c'est-à-dire qu'on a une population agricole qui est vieillissante avec les problèmes de transmission, et quelle agriculture on veut, et voilà, enfin, toutes les problématiques qui en découlent. Et ça, c'était vraiment pour nous important. Donc, le premier adjoint comment dire, du pilote, le comité agriculture, alimentation, biodiversité, environnement, qui fut évidemment celui qui a été le comité, sans doute, où on a eu plus de monde au départ. Il y avait 40 personnes dès le départ. Et 40 personnes très différentes, des agriculteurs bien sûr, mais des habitants, avec vraiment des gens très très différents. Et on s'est retrouvé avec une page blanche, c'est-à-dire voilà le constat, on a 92 exploitations, la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite,
on a des terres en bio, etc. Et comment finalement on s'en occupe, sachant que l'agriculture est extrêmement politisée, fonctionne très en silo, à son ministère, à ses syndicats, ses outils, etc. Et donc, nous, on souhaitait vraiment accompagner, soutenir, préserver. Et en fait, donc, avec cette feuille blanche et accompagnée de CAP 44, qui est une émanation de la Confédération paysanne qui accompagne les porteurs de projets, etc., on a défini une PAC, une politique agricole alimentaire communale, qui se définit en 6 axes que vous retrouvez dans le gros pavé que Fréquence Commune a édité. Vraiment pour se dire, on ne veut pas en fait que nos communes rurales soient sans paysans, et au contraire, on veut des corps de ferme vivants, avec une économie vivante, locale, des emplois non délocalisables, etc. Et donc on a défini tous ensemble, on est monté en compétence sur ce commun qui est la terre, avec l'objectif qui a été au départ de se dire, on veut un départ, une installation. Et puis voilà, on a aussi finalement les communes, elles ont la restauration scolaire. En fait, on a défini un peu tout ce qui allait de la fourche à la fourchette et tout ce qu'on pouvait toucher. Et c'est comme ça que ces 6 axes ont été définis, qui vont de maintenir les exploitations agricoles, privilégier une agriculture économiquement viable, plurielle et durable, favoriser les circuits courts, protéger les ressources de la commune, préserver le foncier et communiquer positivement sur l'agriculture. Et aujourd'hui, on a eu 26 départs et on a eu 26 installations. Et on nous a beaucoup ri au nez au départ. Et merci. Moi, je suis celle qui raconte, mais en fait, il y a beaucoup de gens à remercier. Et c'est pour vous dire que rien n'est impossible. Voilà, on est garant, chacun à son niveau, du commun. Et j'ai beaucoup aimé la définition, en effet, de l'individualité dans laquelle on est et le commun. Mais voilà, l'agriculture, alors ça ne nous vaut pas toujours des amis, soyons honnêtes. Il y a toujours, moi je vous montre le beau côté de la médaille qui brille, mais il y a aussi d'autres des problématiques qui peuvent en venir. En tout cas, on est quand même content, on a mis en place plein d'outils autour de l'agriculture pour vraiment mettre ce que nous, on se voit comme animateurs du territoire et pour faire en sorte que les gens y aient du lien. Toujours pareil, faire du commun avec nos différences et comment les uns et les autres, finalement, quand on est agriculteur ou on est habitant, comment on peut monter en compétence sur des domaines, comprendre l'autre. Et je pense que à l'heure actuelle, avec ce qu'on vit, c'est primordial qu'on ait ces espaces de dialogue, aussi compliqués qu'ils puissent être, pour justement faire du commun. Je pourrais revenir après. Je pourrais parler très longtemps. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie. On a envie de rentrer dans le détail, de savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a marché, c'est quoi ces outils. Mais on va continuer avec toi, Max, qui va nous emmener ailleurs. Tu vas nous emmener à Bruxelles et tu vas nous emmener dans un rôle qui n'est pas celui de l'élu, mais qui est celui plus de l'activiste, qui va travailler sur la question du logement, des logements vacants à Bruxelles. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette aventure de Comuna et là où vous en êtes? Moi, je vous ai rencontré il y a 6 ans quand on a fait un voyage et on est des initiatives municipalistes en Europe et on est passé à Bruxelles et c'est là qu'on s'est rencontrés. Vous en êtes où maintenant? Et en gros, là, tu es en train de parler à des gens qui montent des listes et qui vont être élus potentiellement, pour une partie d'entre eux au moins, en 2026. Et voilà, qu'est-ce que toi, ton regard d'activiste, a envie de dire à des gens qui lancent des listes aujourd'hui? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Poitiers. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Ce soir, ça... Du coup, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Thomas et Camille il y a 6 ans, du coup, quand ils faisaient un tour d'Europe des initiatives. Je ne sais pas si vous parliez vraiment des communs, c'était pas très clair. Voilà, c'est ça. Et puis, ils se sont retrouvés à Bruxelles et on a tourné une interview qui est encore sur YouTube. J'étais beau gosse avec un débardeur comme ça. Vous pouvez la trouver en tapant mon nom sur YouTube. Je l'ai regardé avant de venir. Et tout ce que je vais vous raconter ce soir, donc il m'a demandé ce sera quoi Comuna dans 10 ans et tout ça. Eh bien, on a tout fait.
Du coup, je suis super content d'être là ce soir et d'avoir l'occasion de vous raconter. Qui est déjà allé à Bruxelles dans cette salle? Vous êtes des fans. Moi, c'était ma première fois à Poitiers. Pas pour me la raconter, mais du coup, donc je m'appelle Maxime Zaït, je viens de Bruxelles, je suis juriste de formation et avec des copains en 2012, on a monté une association qui s'appelle Comuna. Je vais vous raconter rapidement ce qu'on fait et essayer de mettre ça dans le thème des communs et du néolibéralisme. Du coup, je vais l'incarner comme un gamin de 19 ans ou de 20 ans que j'étais à l'époque. Nous, la question du néolibéralisme, elle était claire dans le sens... Enfin, on ne connaissait pas le nom, sans doute, du néolibéralisme, puis on s'en foutait. On voulait habiter en collectif, vivre ensemble, et les loyers étaient déjà super chers. Quand on regarde la situation aujourd'hui, c'est dramatique. Mais à l'époque, c'était déjà cher pour des gamins qui ne gagnent pas beaucoup de sous et qui sont étudiants. On n'arrivait pas à louer sur le marché classique. Et puis, en se baladant dans la rue, on voyait des bâtiments vides un peu partout. Dans toutes les rues, en fait, à partir du moment où on observe, on les voit. Et puis on a rencontré des gars qui cassaient la porte avec des pieds de biche et qui s'installaient dedans. Et nous, en bons néolibéraux, on disait mais quand même c'est pas poli, il faut pas casser la porte, il y a un propriétaire, c'est pas gentil. En plus on étudie le droit. Et puis ils nous disent mais rentrez quand même. Et puis on trouve c'est sympa. Ils habitaient dans un lieu qui n'existe plus maintenant qui s'appelle le 123 rue Royale pour ceux qui connaissent un peu l'histoire alternative de Bruxelles. Et ils étaient, je vais le dire, 70 personnes. À habiter là, il y avait de tout un peu dans cette maison, une grosse diversité d'habitants. Et puis on trouvait ça génial et les gars nous ont expliqué qu'en fait ils squattaient pas vraiment, ils étaient des occupants temporaires, donc ils avaient un bail précaire et on se dit c'est quoi? En gros ils disaient on a cassé la porte, on est rentré dans le bâtiment et on a expliqué au propriétaire que c'était bien pour lui qu'on soit là. J'ai dit comment ça? Du coup un propriétaire qui a un bâtiment vide il paye des taxes, des amendes, ils continuent à payer de la maintenance, de la sécurité. Et en fait, en étant là, on sécurise le bien, on l'assure, on le préserve. Et on a l'air un peu d'être des anarchistes punk, mais ça, c'est pas trop grave. Et ils ont accepté, on a signé un contrat. Et du coup, on dit, c'est brillant. Du coup, peut-être nous, qui étions plus polis qu'eux, plus propres, étudiants et tout, on peut faire la même chose sans écrire ACAB sur la porte. Et au lieu de casser la porte, on peut proposer à un propriétaire bonjour, vous avez un bâtiment vide, est-ce que vous voulez nous le laisser l'utiliser pendant le temps que vous ne l'utilisez pas, en attente de permis par exemple, ou de budget, etc. Et donc on s'est dit allons d'abord trouver les pouvoirs publics, puisque eux vont être intéressés. Ils ont des bâtiments publics vides, il y a des gens qui ne peuvent pas se payer de logement, allons leur proposer. Du coup, c'est une bonne idée. Et puis ils nous ont dit non. Du coup, et puis ils nous disaient, vous êtes qui? C'est nul comme idée. Puis, du coup, on a compris pourquoi les gens cassaient la porte. Donc, on s'est mis nous aussi à casser la porte. Mais comme je disais, 19 ans, 20 ans, poli, casser une porte, ça fait peur. Et puis, on n'a pas bien fait ça. On a ouvert des maisons qui étaient occupées. Donc, c'était une catastrophe. Et du coup, on est revenu au projet initial quand même de demander la permission. Et un jour, on a rencontré un promoteur flamand qui nous a dit complètement par hasard « Ah, moi j'ai des squatteurs dans un bâtiment à Gand et c'est génial, ça se passe super bien. Si vous, en plus, vous me demandez la permission, mais allons-y quoi. » Du coup, il nous a filé une tour de bureau de 8000 m², énorme. C'est grand, 8000 m². Et au début, on croyait que c'était une blague, mais c'était vrai. Et puis, on a signé une convention pour un peu moins d'1 an, donc c'est très court, hein, mais quand tu as 20 ans, on dit « Vas-y ». Du coup, on a fait des grandes fêtes dans cet endroit, on a habité des bureaux, on était 15 personnes, donc on a ouvert la communauté, on avait des poules dans le jardin, on avait une salle de fête, des expositions, un skatepark, puis un collectif de personnes exilées venait faire à manger, puis il y avait des jams, et puis c'est devenu un lieu un peu emblématique, quoi. Et après celui-là, on a pu demander au propriétaire de nous signer une lettre dans laquelle il disait Comuna, ils sont vraiment très sérieux, ils nous ont rendu le bâtiment en jour et après, avec ce papier, on pouvait retourner chez les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics adorent innover, mais sans prendre de risques. Du coup, à partir du moment où un privé disait ça marche, ils ont dit « Ah, nous, on veut bien vous filer des bâtiments aussi ». Et du coup, de cette expérience un peu foireuse pour essayer de vivre ensemble, faire du commun, mais on n'avait pas les mots sur tout ça, finalement, c'est devenu une sorte de produit d'innovation sociale que les pouvoirs publics pouvaient utiliser. Donc, ils ont commencé à nous mettre à disposition les bâtiments vides de manière relativement systématique. Donc, d'abord un premier, puis un deuxième, puis nous, on s'est professionnalisé là-dedans. Donc, c'est une association type ASSO 1901 chez vous. Et on prend en gestion ces sites temporairement vacants.
Puis on est sorti de notre période hippie, punk, où on occupe des biens pour nous. On dit, il y a tellement de gens à Bruxelles qui ont besoin d'un espace. Pour donner des chiffres, les comptes, c'est à peu près 6 millions de mètres carrés de bâtiments qui sont vides à Bruxelles. C'est l'équivalent d'une municipalité. Bruxelles, c'est 19 municipalités. C'est la taille de la surface au sol d'une municipalité entière. Donc il y a beaucoup d'espace. Puis dans le même temps, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se loger. Puis il y a des réfugiés qui arrivent à Bruxelles. Il y a des artistes qui ne peuvent pas se payer des locaux. On s'est dit, on va mettre cette solution à profit d'autres personnes. Et donc aujourd'hui, 10 ans après, Comuna, c'est 45 salariés dans une association qui fonctionne elle-même comme un commun d'ailleurs. Et l'ensemble de ces espaces sont gérés par les occupants qui gèrent ces sites. Et puis pour parler en entrepreneur social, du coup, je dirais il y a différentes catégories de projets qu'on fait. Un, c'est des logements sociaux vides, donc qui sont en attente de rénovation. Ça peut mettre des longues années parce que les pouvoirs publics ne sont pas toujours rapides pour ces projets-là. Donc les bâtiments vont parfois rester vides 4 ans, 5 ans. Et en fait, c'est autant de bâtiments dans lesquels on peut loger des personnes sans abri. On rafraîchit les logements, mais pas avec des rénovations lourdes. Et on peut héberger des personnes sans abri. Il y a une centaine de personnes chez nous dans ces dispositifs-là. Puis on a ouvert des tiers-lieux, donc des lieux en mixité d'usage dans lesquels il y a à la fois des artistes, des écoles de devoirs, des studios de rap, des habitants, qui sont des lieux populaires et qui sont gérés par les occupants. Et puis on a des hébergements pour les réfugiés en semi-autonomie, qu'on a ouvert au départ avec la crise ukrainienne, où il allait y avoir un afflux massif de réfugiés ukrainiens. La région bruxelloise disait on veut les accueillir. Et puis nous, on leur a dit, au lieu de les accueillir dans des centres où on reçoit les gens comme s'ils ne savent pas s'organiser, en fait, les gens, ils peuvent très bien faire eux-mêmes. C'est pas parce que c'est des réfugiés qui ne peuvent pas faire la bouffe, qui ne peuvent pas gérer leur vie quotidienne et qu'il faut les assister comme ça, comme on peut le faire dans des centres où on standardise tout. Et donc, on a transformé des bureaux vides et puis des friches industrielles en espaces d'accueil pour ces personnes dans lesquels ils gèrent eux-mêmes leur centre d'hébergement. Donc, ils font la bouffe, la sécurité, les activités, et nous, on les accompagne là-dedans. Donc ça, c'est presque 300 personnes qui sont hébergées dans ces dispositifs-là. Et alors pour aller jusqu'au bout du truc, parce que quand on s'est mis à faire ça, on dit ok, mais du coup, non seulement ça marche d'aller chercher de la vacance immobilière, on arrive à réserver ces espaces à l'économie sociale, donc c'est super. Et puis la question, c'est quand le temporaire se termine, la ville néolibérale vient nous récupérer, quoi. Elle dit ok, merci d'avoir fait joujou avec vos sans-abri et machin, maintenant cassez-vous parce qu'on doit construire un McDo, quoi. Je résume un peu. Mais là, on dit, on pourrait aller plus. Comment est-ce qu'on peut arriver à préserver ces communs qui ont réussi à trouver, comme dans une interstice de ce que fait le système, comment est-ce qu'on peut rester? Du coup, on a créé une foncière sous forme coopérative qui peut racheter ces immeubles si jamais ils sont mis en vente. Au lieu que ce soit un promoteur qui les rachète, c'est nous, avec de l'argent citoyen. Et là, un peu comme ce qui a été dit par votre photographe préféré juste avant dans les Pays Basques, c'est ce qu'on met en place, c'est un démembrement de propriété pour qu'en gros la propriété du sol reste pour toujours dans les mains d'une fondation, et c'est la coopérative qui gère l'immeuble, qui peut être soit vendu, soit loué, mais du coup on a un contrôle sur les tarifs et sur les usages pour toujours. Aujourd'hui, on a monté ça en fin 2019, on a racheté une 60aine d'appartements. Donc c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis pour revenir nous à la conversation, avec ma casquette ici, on m'invite externe et puis je suis pas élu, mais c'est dire en tant qu'activiste ou en tant qu'entrepreneur social, on peut mettre en place toute une série de choses dans les carcans actuels. D'abord peut-être dans les interstices de ce que le système nous laisse faire, mais puis au-delà de ça, je pense qu'on est capable, en travaillant bien, puis avec des politiques qui sont ouverts à ça, et en fait il y en a beaucoup qui le sont, je pense, puis particulièrement si c'est des, je ne vais pas faire ta promo, je ne te connais pas, mais des listes participatives, de dire si les citoyens sont derrière, on peut mettre en place des législations qui facilitent ce type d'usage, qui facilitent le commun en ville, qui facilitent l'acquisition par des coopératives et par des boîtes antispéculatives, et ça c'est des trucs qui sont possibles de mettre en place. Donc venez faire une liste participative à Bruxelles, si vous avez envie. Je savais en t'invitant que tu avais le show, mais tu as pris en 6 ans encore plus. C'est une conférence gesticulée que tu fais là, c'est bam. Mais c'était pas très stratégique parce que vous allez avoir envie de faire ça plutôt que monter des listes. Non, je déconne un peu, mais merci, c'était très inspirant ton témoignage et l'histoire de Comuna de manière globale.
Ce que moi je trouve intéressant en fait dans cette table ronde, et puis je vais vous donner la parole maintenant, c'est que quand on parle de municipalisme, pour moi c'est le trait entre Aurélie et Max, quoi. C'est le trait entre ceux qui se lancent dans l'aventure municipale, prennent la mairie, et les initiatives comme celle de Max, qui en fait récupèrent les communs et gèrent les communs. Et je crois que la puissance du municipalisme, elle est dans cette alliance de ces deux manières de s'engager. Voilà, donc moi ça me met les frissons d'entendre ça. Je suis chaud. Est-ce que j'ai envie de prendre vos réactions, vos questions, que ce soit sur plus la théorie politique, sur l'expérience de Plessé ou sur ce que nous a raconté Max à Comuna. Qui a envie de poser des questions ou de partager des expériences? On va appliquer un peu le même truc que tout à l'heure. On va essayer de faire alterner hommes et femmes dans les prises de parole le plus possible, s'il vous plaît. Bonsoir, Rémi de Carbone au sud de Toulouse. C'était pour faire un témoignage. Donc je rejoins Comuna sur Toulouse. Il y a une association qui s'appelle Intercalaire et qui récupère des logements, non pardon, des bâtiments pour la partie plutôt côté bureau. Donc ils ne font pas la partie logement et tout ça, mais ils font la partie bureau. Donc pour ceux qui sont intéressés, regardez Intercalaire. Oui, bonsoir Frédéric, merci pour ces présentations super inspirantes. Je voudrais poser une question à Max sur Comuna. Quel est exactement le modèle en fait économique, pour rester dans le néolibéralisme, de Comuna? Est-ce que c'est purement de la prestation ou est-ce qu'il y a quand même de la subvention? 45 personnes, ça fait du monde quand même. Donc je suis curieuse. Voilà, merci. Ok. Bonjour, moi c'est sur Plessé, là il y a 26 départs, 26 arrivées. Est-ce que la SAFER ou la Chambre d'agriculture ne travaille pas sur le même sujet et vous a pas mis les bâtons dans les roues, par exemple, quoi? Une question sur les assurances. Comment ça se passait dans des bâtiments qui peuvent être des fois pas forcément aux normes et tout ça, et comment ça avait été géré à ce niveau-là? Ok, on en prend encore une. Ouais, moi j'ai une petite question de vocabulaire. Pourquoi parler plutôt de néolibéralisme au lieu d'employer le terme capitaliste? Eh ben, je vous propose qu'on fasse dans l'ordre inverse. Vas-y Max, du coup, sur modèle écolo, le modèle économique de Comuna, et sur les assurances. Du coup, sur le modèle économique, c'est un mélange entre... et je crois que ça tombe pile dans le thème. Quel modèle économique pour les communs? C'est un mix. Il y a une partie des choses qui sont censées être faites par la puissance publique. On est content que ce soit la puissance publique qui le finance. Elle délègue le travail, mais elle le finance. Donc typiquement, l'accueil des personnes réfugiées, l'accueil des personnes sans abri, ça tombe dans des enveloppes qui sont en fait existantes et depuis longtemps. Et du coup, nous, on est un prestataire parmi tant d'autres à utiliser ça. Il y a des discussions actuellement sur... bon, on pourrait rentrer dans plein de trucs. Mais, donc, une partie financée par la puissance publique. De la prestation dans le sens où les espaces qu'on met à disposition, les usagers des espaces, les commoners payent pour l'usage de l'espace. Nous, on utilise un système de paiement libre avec des prix suggérés. Donc ce serait long à expliquer comment on fait, mais en gros, on suggère des prix, on laisse les gens choisir ce qu'ils mettent, et à la fin du mois, il faut qu'il y ait suffisamment d'argent pour couvrir l'ensemble des coûts, et les occupants sont responsabilisés pour y arriver, donc, parce qu'ils sont partie prenante. Et puis, il y a un petit peu de privatisation d'espace, donc si quelqu'un veut organiser un événement dans un lieu, il peut le faire, c'est une part minime. Un peu de bar, c'est une part minime. Et puis un petit peu de fondation, c'est une part minime. On vit une époque où les subventions publiques sont de plus en plus réduites, et où donc on est obligé d'aller regarder ces autres sources de financement qui ne sont pas les plus excitantes. Voilà, ça c'est pour le modèle éco. Les assurances. Les assurances, en fait, tout le monde nous a toujours posé cette question d'assurance, et ce qui est trop drôle, c'est que ça fait peur à tout le monde, sauf aux assureurs. Eux, on les appelle, à l'époque, on squattait des bâtiments, tu peux les assurer sans problème. Tu casses la porte, tu appelles, tu dis bonjour, j'aimerais un contrat d'assurance. Ah oui, très bien, et puis c'est signé, c'est réglé. C'est pas un problème d'assurer un bâtiment. Par contre, eux assurent ce qu'ils assurent. Ça veut dire, voilà, si finalement ton bâtiment il est plus flingué que ce que tu leur as dit, ça va pas. Mais donc nous, on travaille avec des bâtiments qui sont aux normes de sécurité, salubrité, d'équipement élémentaire, donc ils rentrent dans. C'est pas les normes du code du logement, mais ce sont des normes de sécurité pour l'usage du bien. Et donc, dans ce cadre-là, ils peuvent être utilisés pour les usages qu'on a.
Et peut-être un tout petit mot, même si ce n'était pas une question, c'est une remarque, mais avec plaisir on peut creuser le truc. Je pense que la question ce sera peut-être plus à toi de répondre même là-dessus, mais comment est-ce qu'on embarque des plus autonomes ou des plus anti-systèmes? Le choix que nous, on a posé à Comuna depuis le départ d'ailleurs, hein, c'était plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut se mettre dans une posture de collaboration pour faire système. On n'a jamais eu vocation à être anti-système, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas critique de ce qui se passe, mais l'idée c'était plutôt de dire qu'est-ce qui nous relie encore dans le système actuel pour nous permettre de mettre en place des choses. Là où il peut y avoir dans ces sphères-là, y compris dans le monde du squat, il y a plein de squats très différents, hein, parce qu'il faut aussi se dire, souvent on dit il ne faut pas déforcer le squat, mais en fait l'écrasante majorité des squatteurs, c'est des sous-marins, des gens qui veulent être très discrets, qui sont vraiment dans la merde et qui n'ont pas un message politique. Et puis tu as une partie de squatteurs très bruyants qui ont un message politique et qui sont pas... Bon, continue la discussion au bar, c'est ça? Ouais, parfait. Merci. Pas que ce soit pas intéressant, mais ça dérive un peu du sujet de ce soir. Aurélie. Je fais juste un pas de côté par rapport au logement. Nous, on porte, j'ai le grand spécialiste, mon adjoint est le grand spécialiste de l'habitat léger, mais on a un terrain communal où on fait un lotissement entre guillemets en habitat léger, et en fait les gens viennent avec leur habitat léger, avec un bail amphithéotique, et nous on reste propriétaire et on rejoint la question du commun, c'est-à-dire je pense que les municipalités, c'est hyper important qu'on a tendance à vendre les communs pour financer d'autres projets, alors que de garder le foncier justement pour tous les projets qui peuvent venir, et les besoins d'aujourd'hui seront certainement pas ceux de demain. Donc je rejoins complètement. Enfin, c'est très important en fait qu'on garde voilà, les communs. Donc la SAFER et la Chambre d'agriculture, ben, ça va. Avec la SAFER, alors la SAFER, il faut savoir quand même que c'est un outil qui est formidable. Et quand on discute, on a eu l'occasion de discuter avec des pays autres européens, ils nous envient beaucoup cet outil, qui est super en fait. C'est peut-être comment c'est administré qui est plus questionnable, mais l'outil en lui-même est très bien. Et nous, on a beaucoup travaillé avec la SAFER déjà pour monter en compétences, parce que toutes les municipalités ont un truc que la SAFER leur donne, ça s'appelle Vigifoncier. Et donc, vous voyez les transactions qui se passent. Mais en fait, il y a toujours un élu qui est en charge de ça, qui ne sait pas, parce que, non pas par envie, c'est que c'est plutôt un peu en bas de la liste des choses. Donc, nous, on a pas mal travaillé avec la SAFER, et notamment pour préempter aussi sur des terres. Par exemple, on avait des terres agricoles avec un bois et un étang. Il y avait un porteur de projet qui s'était positionné dessus, qui voulait plus en faire quelque chose autour du loisir et tout. De l'autre côté, nous, on avait une porteur de projet qui voulait faire de la fleur coupée, bio, locale. Enfin bon, la fleur finalement qui vient quand même de très loin. Et donc, on a, avec la SAFER, préempté pour l'avoir. Et la Chambre d'agriculture, oui, bah, c'est pareil. Mais malgré tout, c'est quand même arriver à travailler avec tout le monde. Donc, nous, on n'est pas là pour remplacer ce qui se fait, puisque les outils, ils existent. C'est plutôt d'arriver à faire en sorte que tout le monde connaisse bien les outils, sache les utiliser, etc. La Chambre d'agriculture, par exemple, nous accompagne là sur un projet qu'on vient de lancer d'échange parcellaire. Parce que je vous ai dit, la commune est grande en superficie, et finalement, quand vous avez des terres de l'un à l'autre bout, et puis finalement vous prenez le tracteur pour aller d'un bout à l'autre, etc., alors que votre voisin, lui, a son siège de l'autre côté, son siège d'exploitation, hein, bien sûr, et que vous voulez... en fait, il y a toute une réflexion à avoir. On a des communes pas très loin de chez nous qui ont fait ce travail d'échange parcellaire. Et on travaille avec la Chambre d'agriculture. Donc, il y a des conseillers qui sont très bien, il y a des gens très bien, et il y a des gens moins bien, un petit peu comme partout, en fait. Mais c'est ce qu'on en fait, en fait. Qu'est-ce qu'on décide et qu'est-ce qu'on porte comme message? Pour autant, notre message politique, il reste très clair. Mais on essaie au maximum de faire avec les outils existants. Ok, merci beaucoup, ça éclaire bien. Du coup, une question de vocabulaire maintenant. Pourquoi néolibéralisme plutôt que capitalisme? Alors, oui, capitalisme, oui, bien sûr, effectivement. Ah oui, pardon. On peut dire capitalisme, c'est exactement du capitalisme. Peut-être que
néolibéralisme, en tout cas dans la manière dont je l'utilise, dont on parlait, c'est la forme globalisée du capitalisme telle qu'on la vit depuis, on va dire, les années 70. Voilà. Je mettrai juste cet aspect-là, c'est-à-dire un capitalisme globalisé. Et du coup, on avait prévu aussi une autre question que je voulais te poser. Selon toi, les communes qui se lancent là pour les municipales, qu'est-ce qu'elles devraient mettre dans leur programme pour essayer de contrer le néolibéralisme? Petite question. On l'a travaillé avant, hein, je vous rassure. Tu as 2 minutes. Je sais pas. Non, c'est en tout cas, je sais pas. J'ai bien quelques idées. Et puis, il se trouve que à une époque, il y a quelques années, j'ai moi-même mené une liste à une élection municipale. Alors, j'ai quelques idées, mais c'est pas à moi de vous donner mes idées, puisque l'objectif, c'est que ce soit en commun, qu'elles soient discutées, débattues, avancées. Donc, je vais pas dire ce qu'il faudrait faire. C'est vous qui le savez beaucoup mieux que moi. Je sais pas, voilà. Mais juste un truc, mais qui m'est très personnel, comme ça, donc je veux partager avec vous. Je ne sais pas vous, mais moi j'en ai marre d'entendre justement, c'est une question de vocabulaire, mais je vais revenir là-dessus, d'entendre toujours les mêmes mots, toujours le même vocabulaire. Les mots, c'est important. C'est avec ça qu'on réussit à essayer de se comprendre. Et ben justement, une des grandes réussites du néolibéralisme, c'est de nous faire toujours utiliser les mêmes mots. Par exemple, est-ce que vous avez vu une liste, quelle qu'elle soit, hein, droite ou gauche, hein, qui ne vous dit pas « nous voulons favoriser le vivre ensemble ». Même l'extrême droite le dit aujourd'hui. Nous voulons favoriser le vivre ensemble. Le problème, ce n'est pas de favoriser le vivre ensemble, c'est de savoir avec qui. Et pour moi, en tout cas, un des grands intérêts de penser en commun, c'est facile de vivre avec ceux qu'on a choisis. C'est un défi beaucoup plus grand que d'essayer de vivre avec ceux qu'on n'a pas choisis et même parfois avec ceux avec lesquels on n'a pas envie de vivre. Et je crois que le commun, c'est justement réussir à relever ce défi-là. Donc pas seulement vivre ensemble, mais définir l'espace commun dans lequel on veut vivre. Donc voilà, essayer de, pour moi, hein, de sortir de ce qu'un certain vocabulaire essaye de nous amener à faire. Par exemple, on nous parle tout le temps, hein, dernier exemple, vas-y. De l'aménagement du territoire. Alors c'est génial l'aménagement du territoire, il y a des grands spécialistes de l'aménagement du territoire. Pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas du ménagement du territoire plutôt que de l'aménagement du territoire? Vous voyez, je crois que c'est essayer de sortir aussi par l'utilisation des termes, des logiques que ces termes impliquent. Voilà. Et une des manières que le néolibéralisme utilise pour façonner des comportements, c'est une logique d'opportunité. Il va saisir les choses comme un coucou et puis il va les ramener à lui pour former de la norme. Juste un exemple, puis après, promis, je m'arrête. Regardez les tiers-lieux. Alors, c'est une expérience formidable. C'est parti d'une expérience de commun. On va mettre en commun un espace dans lequel on va partager et puis éventuellement, un tel sait faire ceci, un autre cela, et on va réussir à... Ils sont labellisés maintenant. Il y a un label national. L'institut qui donne le label, ça s'appelle la Fabrique des territoires. Vous voyez le truc, je veux dire. Et donc maintenant, un tiers-lieu, c'est un truc qui est labellisé par l'État. On a reformé de la norme, parce qu'on ne pouvait pas laisser comme ça du commun aller n'importe comment. Donc on a réimposé de la norme en récupérant et en appelant quelque chose de cette manière-là. Bon, je m'arrête là, mais ouais, merci. Au bistrot, on parlera plus. Et Aurélie, je ne sais pas si ça t'appelle des réactions, ce que propose ici Eric, mais moi je voulais aussi te poser la question, toi tu as vécu vraiment l'aventure municipale là, et peut-être en partant de l'exemple sur la politique agricole que vous avez menée, mais peut-être d'autres idées que tu as, qu'est-ce que tu as envie de dire sur les choses à lancer au début du mandat qui te paraissent pour toi, avec ton regard maintenant, transformatrices sur le territoire? Je n'ai pas le droit de dire territoire, mais je le dis quand même. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu as envie de partager là à ces futurs élus et à ces collectifs qui se lancent dans leur commune? Je dirais qu'il faut partir du principe qu'on va faire de la politique, c'est pas un gros mot, mais toute la différence qu'on a envie de le faire avec les gens ou pour les gens.
Et ce avec et pour, il a une vraie signification. C'est pas facile de faire, comme je disais, du commun avec toutes nos différences, avec en effet des gens qu'on apprécie, d'autres moins. On choisit ses amis, voilà, mais on choisit pas, voilà, Madame Michu à côté qui vit pas la même chose que ce que vous vivez. C'est plutôt, voilà, de vraiment se dire et de mettre du soin à la relation, en fait. Il y a le territoire, mais c'est surtout comment vous allez vous positionner en tant qu'élu. Et n'oubliez pas que la participation citoyenne, on parle souvent de participation citoyenne, faut se l'appliquer dans son groupe. Voilà, ça c'est hyper important parce que vous allez être élu, vous êtes élu, vous faites partie d'un groupe. En plus, là aussi, gérer avec ces différences, vous pouvez avoir de l'opposition, de minorité, enfin, etc. Donc, c'est comment on fait ensemble en interne, parce que c'est bien beau de vouloir faire avec les habitants, mais si en interne, on ne met pas déjà des outils ou du soin dans ce qu'on véhicule au sein même de son équipe, ça c'est primordial, d'avoir un socle de valeurs communes. Et puis, pas oublier les agents, parce que voilà, il y a quand même 3 piliers dans les communes. Il y a alors je mets habitants / associations, entreprises, etc. Les élus et les agents. Et voilà, c'est ce soin à la relation. Et puis surtout, vous limitez pas, quoi. En fait, allez-y, innovez, bougez. Il faut qu'on prenne le pouvoir. Il faut y aller. Voilà, il y a un cadre, certes, mais il y a plein de choses qu'on peut essayer. Et puis même si vous vous plantez, c'est pas grave, quoi. En fait. Allez-y, ça, il faut redonner de l'énergie, il faut redonner d'autres façons de faire de la politique. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Vous perdez, enfin voilà, la vie elle ne s'arrête pas. Et même si vous perdez, vous vous retrouvez dans la minorité, c'est pas grave, prenez du temps pour justement, nous on a pris tout ce temps-là pour aller travailler. Et pourtant on s'en est pris des coups. Mais ce qui nous a permis, une fois que vous êtes dans la majorité, de faire très attention à votre minorité et à les traiter comme il se doit, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Et heureusement qu'on n'est pas tous d'accord et ça fait vivre la démocratie. Donc surtout, voilà, mettez-vous des étoiles plein les yeux, allez-y, réenchantez la politique, changez, bougez, il y a plein de choses à faire. Merci. Max, pareil, le petit mot de la fin pour toi. Je sais que ce n'est pas le cadre forcément habituel dans lequel tu interviens, mais toi, avec ton regard, qu'est-ce que tu as envie de dire aux politiques, comme tu dis, en face, et notamment sur la question, je trouve, du logement. Toi, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il faut pousser là, dans les prochaines années, avec un regard middle activiste, mais aussi à l'intérieur de l'institution? Mais peut-être du coup, juste pour m'inscrire en porte-à-faux à ce que tu viens de dire, sans rentrer sur France Tiers-Lieu et tout ça, que je ne connais pas les détails, mais de ne pas traiter comme un gros mot la notion d'institutionnalisation. Enfin, je dirais au contraire, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on évolue dans un marché libre et non faussé, là, soi-disant. Et en fait, ce sont du coup les gros acteurs, ceux qui ont du cash et ceux qui sont concurrentiels selon une série de critères, qui vont remporter les sites, les bâtiments, les friches. Donc moi, je me réjouis que l'État mette son nez là-dedans. La question, c'est quel État et qui est derrière tout ça? Si c'est la gueule à Macron qui décide de comment est-ce qu'on va labelliser un tiers-lieu, du coup, fait chier, quoi. Mais par contre, si c'est, quelles sont les règles? Comment faire en sorte qu'on ait un État partenaire des communs, un pouvoir public qui soutient le commun, qui encadre les communs, qui facilite les communs? Mais c'est le cas dans plusieurs villes. Je sais pas, on a des représentants de Grenoble ici qui ont bossé sur certains de ces enjeux. C'est sûrement loin d'être parfait, mais il y a ces dynamiques-là qui sont à l'œuvre. Et donc, du coup, pour revenir au secteur du logement, je pense que l'exemple que tu donnais, il est très bon. C'est dire, moi, en tant que pouvoir public, j'arrête d'aliéner mon foncier, je le garde, je le mets à disposition par des baux amphithéotiques, et donc je permets à des acteurs du territoire de bâtir des logements sous certains formats coopératifs, non spéculatifs. Et il y a un enjeu, du coup, que la puissance publique reconnaisse l'acteur du commun comme un partenaire, parce qu'on poursuit des objectifs qui sont similaires. C'est OK de ne pas être d'accord tout le temps. On peut les subventionner, on peut arrêter d'aliéner le foncier, on peut changer la législation pour faciliter ça. Et puis je vais terminer par un truc inspirant, parce que le photographe a disparu. Qui vient des Pays Basques là, et qui expliquait son initiative sur les coopératives d'habitants. En France,
c'est relativement le début de la chose. Il y en a un petit peu, mais il y a des pays en Europe où c'est ultra avancé et où ces partenariats entre la puissance publique et les communs sont à Zurich, c'est 25% des logements qui sont en coopérative d'habitants. Donc c'est impressionnant. Ça veut dire qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec ce lien puissance publique commun. Ok, merci beaucoup. J'espère que vous êtes nourris, pas trop fatigués. On va s'arrêter là pour libérer la salle. Peut-être on peut discuter un peu en off dehors, voilà. Et bonne soirée et rendez-vous demain pour la suite des rencontres.